Le 25 avril 1977, le caporal Armando Valdés montait la garde près d'un feu de camp dans les montagnes chiliennes. Juste avant l'aube, il a vu une brume violette lumineuse. Valdés est entré dans la brume et a disparu. 15 minutes plus tard, il est revenu titubant au camp. Il tremblait, il s'est effondré. Ses hommes l'ont examiné, il semblait aller bien. Sauf pour un détail. Quand Valdés est parti, il était rasé de près. À son retour, il portait une barbe courte. Et sa montre était passée au 30 avril. Il est parti pendant 15 minutes, mais il a vécu 5 jours. Et le cas de Valdés n'est pas isolé. Ce phénomène est apparu partout dans le monde depuis des siècles. Différentes cultures leur donnent des noms différents. Nous les connaissons sous le nom de tempête temporelle. L'affaire Valdés illustre un schéma répété dans le monde depuis des siècles. En 1947, un convoi militaire britannique traversait les montagnes du Népal. C'était un territoire dangereux. Les bandits étaient partout. Le groupe comprenait des soldats locaux, un colonel britannique et sa femme, Donna. Donna était à l'arrière d'un camion quand la température chuta soudainement. Elle a dit avoir eu l'impression que quelqu'un ouvrait la porte d'un glacier. Je viens d'entrer dans la chambre de ma seconde ex-femme. Elle était si froide au lit que j'ai eu des engelures pendant ma lune de miel. Tu me laisses planter le décor, s'il te plaît ? D'accord, mais tu sais que cette blague était bonne. Donna leva les yeux. Un nuage rougeâtre flottait juste au-dessus du sol, de la taille d'une maison à 2 étages, et il se dirigeait vers eux. Les villageois n'y ont jeté qu'un coup d'œil avant de s'enfuir. Ils appelaient cela une vision et savaient que le seul moyen de survivre était de se cacher. Le colonel s'est précipité vers le nuage pour enquêter. Il a parcouru 6 mètres avant de s'effondrer, comme s'il avait heurté un mur invisible. Puis le nuage rouge a brillé davantage. Il a fait le tour du camion où était Donna. Elle a senti de l'électricité dans l'air. Sa peau picotait, ses cheveux se sont dressés. Un courant de basse tension a traversé son corps. Puis, le monde est devenu silencieux. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas de bruit de moteur. Donna a vu une dernière image. Des soldats figés en plein mouvement. Son mari immobile au sol. Puis tout est devenu sombre. Quand elle a ouvert les yeux, le nuage avait disparu et des heures étaient passées. Pour Donna, seules quelques secondes s'étaient écoulées. Le convoi s'est regroupé. Tout le monde avait une éruption rouge sur la peau exposée, comme un coup de soleil sévère. Les soldats vomissaient, le colonel avait des vertiges et ne pouvait pas marcher. 11 témoins, des symptômes physiques compatibles avec une exposition aux radiations et un trou temporel, personne ne pouvait expliquer ça. La chercheuse britannique Jenny Randalls a passé des décennies à collecter des cas aux symptômes similaires. D'abord, le silence. Tous les sons naturels s'arrêtent. Plus de grillons, plus de circulation, juste un silence total. Ensuite, des picotements, comme de l'électricité statique avant un éclair. Et puis vient la brume. Parfois rouge, parfois verte ou blanche, mais elle brille toujours. Puis le temps se brise et les heures disparaissent. Les gens se retrouvent dans des endroits qui ne s'expliquent pas. Parfois à des centaines de kilomètres. Et après, les conséquences physiques, les nausées, les éruptions cutanées, les maux de tête, la désorientation. Des examens ont attesté de brûlures et éruptions cutanées survenues lors de ces épisodes. Les appareils tombaient en panne, les moteurs calés, les radios diffusaient des parasites. Les montres s'arrêtent ou font un bond en avant, les téléphones n'ont plus de réseau. Et puis, il y a l'isolement. Même les personnes entourées de foule disent se sentir totalement seules. Le reste de l'humanité disparaît, comme s'ils entraient dans un univers parallèle. Randalls appelle cela le facteur Oz. Comme Dorothy arrachée au Kansas, soudainement vous êtes ailleurs, dans un autre endroit, à une autre époque. Randalls avait de nombreux témoins qui ont perdu du temps, des minutes, des heures, parfois même des jours. Mais elle a trouvé un cas où un pilote n'a connu aucune perte de temps. Il l'a distancé. Bruce Jernon, pilote chevronné, avait déjà effectué cet itinéraire des dizaines de fois. Il se rendait à Palm Beach, en Floride. Le temps était clair et le vol a duré 75 minutes. À mi-chemin de la Floride, Jernon a vu un nuage devant lui. Un nuage lenticulaire. Un nuage testiculaire. Je n'ai pas fait de crème pour ça. Un nuage lenticulaire ressemble à une soucoupe volante. Ah, ça a plus de sens. Mais ce nuage était énorme et il grossissait.
Gernon a essayé de le survoler. Le nuage montait avec lui. Il a tenté de le contourner. Il s'est étendu pour bloquer son chemin. Le nuage a enveloppé l'avion, créant un tunnel de brume grise traversé d'éclairs. Sa boussole a tourné et ses instruments sont tombés en panne. L'horizon artificiel a commencé à basculer. Gernon a regardé devant lui. Une petite tache de ciel bleu au bout du tunnel, sa seule issue. Il a avancé la manette des gaz. Le tunnel a commencé à se refermer. L'écart de 10 miles s'est réduit à 1 mile, puis à un demi-mile, puis de plus en plus petit. Les ailes ont effleuré le nuage. Il est passé à travers l'ouverture qui se refermait derrière lui. Il s'attendait à voir l'océan, mais ce ne fut pas le cas. Juste une brume grise. Pas d'horizon, pas de mer, pas de ciel, seulement du gris dans toutes les directions. Ses instruments étaient hors service. Il a saisi la radio et appelé le contrôle aérien de Miami. Il ne pouvait pas le localiser sur le radar. Aucun avion n'apparaissait nulle part entre Miami, Bimini et Andros. Il était un fantôme. Puis la radio a grésillé, Miami l'a capté. Le contrôleur a dit « J'ai une cible directement au-dessus de Miami Beach ». Mais c'était impossible. Miami Beach se trouvait à 250 miles de l'endroit où il était entré dans le nuage. La vitesse maximale d'un Beechcraft Bonanza est de 200 miles par heure. Ce vol prend au minimum 75 minutes. Gernon a regardé sa montre. Il volait depuis 34 minutes. Le brouillard dissipé, Miami Beach était juste en dessous de lui. Il a atterri à Palm Beach peu après. Temps de vol total, 37 minutes. Il a gagné près d'une demi-heure. Gernon a passé le reste de sa vie à enquêter sur ce qui s'était passé ce jour-là. Il a écrit 2 livres et documenté plus de 75 rencontres similaires dans la même région. Nous appelons cette zone le triangle des Bermudes. Yatsé, le triangle des Bermudes, aussi connu sous le nom de parking sous-marin des hommes lézards. Depuis des décennies, pilotes et marins signalent ce brouillard lumineux, les mêmes pannes d'instruments et aussi des trajets impossibles en temps record. Certains sont entrés dans la tempête, sans jamais en sortir. Bruce Gernon est entré dans la tempête et s'est déplacé plus vite que ne le permettent les lois de la physique. Le témoin suivant, commandant de la Royal Air Force, a aussi survécu à la tempête. Mais dans la tempête, il ne s'est pas seulement déplacé vite, il a vu l'avenir. En 1935, le commandant Victor Goddard a survolé en biplan l'aérodrome abandonné de Drême. Il connaissait l'endroit. Le hangar tombe en ruine. Le tarmac fissuré est envahi d'herbe. Des vaches paissent sur la piste. Quelques jours plus tard, il a repris le même itinéraire en avion lorsque le temps a changé et qu'une tempête a éclaté. Mais ce n'était pas une tempête normale. Les nuages n'étaient ni gris ni blancs, mais d'un jaune lumineux. Son biplan était secoué comme un jouet. La pluie martelait le cockpit ouvert. L'avion plongea vers le sol et Goddard se prépara à un crash. Puis, en un instant, la tempête disparut. La pluie cessa. Le ciel devint clair et ensoleillé. Goddard baissa les yeux. Il était juste au-dessus de l'aérodrome de Drême, mais il n'était plus abandonné. Les hangars étaient réparés. Des mécaniciens en combinaison bleue travaillaient sur le tarmac et 4 avions étaient alignés sur la piste, chacun peint en jaune vif. L'un d'eux était un monoplan, un modèle à aile unique que Goddard n'avait jamais vu auparavant. Rien de tout cela n'avait de sens. En 1935, les mécaniciens de la RAF portèrent des combinaisons marron et les avions d'entraînement étaient en aluminium brut. Les monoplans n'étaient pas encore dans la flotte. Quelques secondes plus tard, la tempête est revenue. Il l'a affrontée et a atterri à Andover. Il a rapporté ce qu'il avait vu, mais personne ne l'a cru. 4 ans plus tard, en 1939, la RAF a rouvert Drême pour la Seconde Guerre mondiale. Ils ont peint leurs avions d'entraînement en jaune. Ils ont lancé un avion d'entraînement monoplan nommé Miles Magister. Et ils ont changé les uniformes des mécaniciens du marron au bleu. Chaque détail que Goddard a vu en 1935 est devenu réalité en 1939. C'est un commandant d'escadre, pas un illuminé, mais un officier décoré de la Royal Air Force. Il a regardé à travers une brèche dans une tempête et a vu 4 ans dans le futur. Il en a parlé dans son livre « Flight Towards Reality ». La plupart des témoins perdent du temps. Goddard en a gagné. Si vous pouvez glisser dans le futur, pouvez-vous aussi glisser dans le passé ? Eh bien, selon 2 familles en France, vous le pouvez. Octobre 1979, les familles Simpson et Gisby traversèrent la France en voiture pour partir en vacances en Espagne. Ils cherchaient un logement près de Mont-Lamar.
Alors qu'ils roulaient sur une route de campagne, le facteur Oz est apparu. Le bruit du moteur de la voiture s'est estompé, la circulation a disparu. Ils ont roulé dans un silence étrange jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un hôtel à l'aspect ancien. Ils s'y sont arrêtés. La route n'était pas goudronnée, elle était en pavé. À l'intérieur, il n'y avait ni téléphone ni ascenseur. Les fenêtres avaient des volets en bois, mais pas de vitres. Le personnel portait des uniformes dignes d'un vieux film. Un policier est passé, portant une lourde cape et un chapeau de la Première Guerre mondiale. Ils ont dîné, ont pris des photos dans la salle à manger et ont passé la nuit sur place. Le lendemain, l'addition pour 4 adultes et enfants, incluant dîner et petit déjeuner, était de 19 francs, moins qu'un café en 1979. Monsieur Simpson a demandé au policier comment rejoindre l'autoroute. L'officier avait l'air confus. Il n'avait jamais entendu parler d'une autoroute. Ils sont partis, ont repris la route principale et les bruits du monde sont revenus. 2 semaines plus tard, sur le retour, ils se sont encore arrêtés à l'hôtel. Pas cher, une bonne cuisine. Pourquoi pas? Ils ont pris la même route et ont trouvé le même embranchement. Mais par contre, l'hôtel n'était plus là. Pas de route pavée, pas de vieux bâtiments, juste un bosquet d'arbres. Et quand ils ont développé leur pellicule, les photos des familles dans la salle à manger n'existaient pas. Les négatifs étaient vierges. En fait, en prenant cette route, ils se sont retrouvés 70 ans en arrière. Mais Randall a découvert quelque chose de pire qu'une pellicule vierge. Ces tempêtes laissent des cicatrices physiques. En 1977, l'adolescent Mark Henshall faisait de la moto près de Barnard Castle, en Angleterre. Soudain, une lueur violette l'a englouti. Son moteur s'est tu, mais il a continué à rouler. Puis il a été tiré en montée sur environ 300 pieds, contre la gravité. Quand la lueur a disparu, la veste en cuir de Henshall fumait. Il portait une veste de fumeur comme F. Avait-il aussi une casquette de capitaine et un harem de femmes se battant pour son héritage? Non, pas une veste de fumeur, mais une veste en cuir trempée 1 minute avant. L'eau a aussitôt disparu sous l'effet de la chaleur intense. Le métal de sa moto était si chaud qu'il a eu des brûlures au 3e degré. En 1992, en Hongrie, une femme au volant a vu une lumière blanche foncer sur son pare-brise. Son moteur et ses phares se sont éteints. Elle s'est réveillée des heures plus tard dans un champ enneigé. Aucune trace de pneu ne menait à la voiture. Il n'y avait aucune route à proximité. Les médecins ont constaté des brûlures compatibles avec une décharge électrique sur son corps. La poignée de porte de la voiture avait aussi été soudée à la carrosserie par la chaleur. Ensuite, il y a Steve au Kansas. Steve était en voyage avec des amis en 1979. Ils se sont arrêtés sur un chantier pour que Steve utilise les toilettes. Quand il est entré, les bruits de ses amis ont disparu. Tout est devenu silencieux. Il a ressenti une vague de vertige. Il a déverrouillé la porte, il est sorti et est tombé face contre terre. Le chantier, les toilettes portatives et ses amis avaient disparu. Il se tenait dans un champ vide. Il a marché jusqu'à la route la plus proche, a fait signe à une voiture de s'arrêter et a découvert qu'il se trouvait à 600 miles de l'endroit où il avait commencé. Il s'est téléporté sur une distance de 600 miles, dans des toilettes portatives. Non, c'est comme une Turdis. Des toilettes portatives. Oh, donc une Turdis. Tu comprends? Tu comprends? Randall a réalisé qu'avec du recul, on voit mieux la situation dans son ensemble. Ces histoires semblent familières. OVNI, enlèvements extraterrestres, fantômes, temps manquant. Ce ne sont pas des mystères différents. Ils sont tous liés, et ce sont tous des tempêtes temporelles. Jenny Randall a examiné ces 300 cas. Ensuite, elle a étudié toute l'histoire de la recherche paranormale. Observation d'OVNI, enlèvement extraterrestre, rencontre de fantômes, EMI, temps manquant, poltergeist. Elle a avancé un argument auquel nul n'avait pensé. C'était en fait tous la même chose. Betty et Barney Hill sont sans doute le cas d'enlèvement extraterrestre le plus célèbre. En 1961, ils ont traversé les montagnes blanches du New Hampshire et ont aperçu une lumière étrange. Ils se sont sentis désorientés. Ils sont rentrés avec 2 heures de retard, sans souvenir de ce qui s'était passé. Maintenant, mettez de côté le récit des ovnis et regardez les faits. Un couple a vu une lumière en conduisant la nuit. Désorientation, temps manquant, amnésie. Les instruments de leur voiture ont dysfonctionné. Plus tard, ils ont décrit l'expérience comme un épisode très vivant, proche d'un rêve. C'est une tempête temporelle. Et les extraterrestres, ces entités que l'on aperçoit? Eh bien, Randall a trouvé un indice. Ceux qui entraient dans ces tempêtes décrivent souvent une sensation précise, juste avant le décalage temporel. Une pression. Les témoins décrivent une pression relativement forte venant d'en haut. Pas comme le vent, en fait comme un poids qui les écrase. Et surtout, la pression semble vivante.
Un témoin l'a décrit comme une sensation intense d'être observé, comme un intrus, une conscience qui les oppresse. La tempête n'est donc pas perçue uniquement comme un phénomène météo par notre cerveau. Le neuroscientifique canadien Michael Persinger a construit un appareil surnommé le casque de Dieu pour tester cela. Il a dirigé de faibles champs électromagnétiques vers le lobe temporal. Les sujets de test ont rapporté exactement ce que décrivaient les témoins de tempêtes temporelles. Sentiment de présence, distorsion temporelle, sensation de flottement, expérience de sortie du corps, des hallucinations saisissantes d'être. Oui, je crois que c'est après que Blue ait mangé ses bonbons. Dans un champ électromagnétique puissant comme une tempête temporelle, votre cerveau pourrait percevoir cette énergie comme une personne, ou comme un fantôme, ou un extraterrestre. Jacques Vallée a abouti à la même conclusion par une approche complètement différente. Il a soutenu que les rencontres avec des ovnis n'étaient pas extraterrestres. C'étaient les signes d'un phénomène interagissant avec la conscience humaine, obéissant à des règles incomprises. 3 chercheurs, 3 pays, des méthodes complètement différentes, mais la même conclusion. Le phénomène est réel, l'interprétation populaire est erronée. Si des champs électromagnétiques pouvaient générer ces expériences en laboratoire, les tempêtes temporelles, les événements électromagnétiques naturels pourraient en produire dans la nature. Donc, le temps n'est pas aussi stable qu'on le croit. Et maintenant, la science nous permet de le prouver. Ce n'est pas du folklore, c'est de la physique. Les lois de l'univers soutiennent en fait l'existence des tempêtes temporelles. La théorie de la relativité d'Einstein a montré que le temps est flexible, non constant. Le temps s'écoule différemment selon la vitesse et la gravité. Un astronaute voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière vieillit plus lentement que les gens sur Terre. Le temps passe plus vite pour les satellites GPS que pour nous au sol. Les ingénieurs ajustent les horloges des satellites chaque jour pour corriger cela. En fait, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Du point de vue d'un photon, le moment où il est créé et le moment où il est détruit se produisent exactement au même instant. Un photon peut traverser l'univers pendant des milliards d'années, mais pour le photon, aucun temps ne s'est écoulé. Les tempêtes temporelles sont des phénomènes électromagnétiques, tout comme la lumière. Selon Ronds, elles seraient des zones où les lois de la physique à la vitesse de la lumière dominent. Des bulles où l'électromagnétisme domine et où le temps local pourrait être figé. Quelques minutes à l'extérieur pourraient équivaloir à des jours à l'intérieur, ou des jours à l'extérieur pourraient équivaloir à quelques secondes à l'intérieur. Mais probablement qu'il se passe ici quelque chose que vous avez sans doute ressenti. Vous entrez dans une pièce et vous vous figez. Vous connaissez cette pièce. En fait, vous connaissez ce moment où vous savez ce que quelqu'un va dire avant qu'il ne parle. Un déjà-vu. Les scientifiques parlent d'un bug cérébral, un problème entre mémoire à court et long terme. Mais si ce n'était pas le cas ? Et si le déjà-vu était une micro-tempête temporelle, un glissement momentané où votre conscience effleure un instant que tu as déjà vécu ? Cela rejoint la théorie de l'univers bloc. Beaucoup de physiciens pensent que le passé, le présent et le futur existent tous simultanément. Imaginez une miche de pain. Le passé est un talon, le futur un autre, et nous ne sommes qu'une tranche entre les deux. Mais la miche entière existe en même temps. Chaque instant qui s'est déjà produit ou qui se produira est déjà là. Donc l'univers est une miche de pain. C'est une métaphore. Quel genre de pain? Parce que si c'est un petit pain brioché hawaïen, ça m'intéresse. Si c'est ce pain blanc subventionné par le gouvernement, là, je ne lui fais pas confiance. Nous percevons le temps comme un flux, mais c'est une limitation de notre conscience. Notre esprit progresse dans l'univers bloc, comme un curseur qui parcourt un document. Une tempête temporelle pourrait faire sauter ce curseur. Une forte anomalie électromagnétique pourrait déconnecter quelqu'un de sa ligne temporelle. Il pourrait sauter en avant, revenir en arrière, vivre des heures pendant que le monde ne vit que des secondes. Vient ensuite l'interprétation des mondes multiples. L'auteur de science-fiction Philip K. Dick était obsédé par cela. Il croyait que le temps n'était pas réel. Il pensait que le temps était en fait notre passage entre différentes versions de la réalité, qu'il nommait temps orthogonal. Il pensait que des lignes temporelles parallèles existaient près de la nôtre, avec une infinité de versions de la Terre et une infinité de versions de vous-même. Parfois, ces lignes temporelles se mélangent. Maintenant, si la théorie des mondes multiples est vraie, une tempête temporelle n'est pas un simple dysfonctionnement d'une horloge. C'est une collision entre des univers. Donc, quand Goddard a vu l'aérodrome du futur, il ne regardait pas vers l'avenir. Il regardait sur le côté, dans un monde parallèle où la guerre avait déjà commencé.
Lorsque la famille en France a trouvé l'hôtel, elle n'était pas dans le passé, mais dans une réalité où l'hôtel n'avait jamais fermé. Le cadre pour voyager entre les mondes existe. Ce ne sont pas que des tempêtes, mais des portes. Et certains ont accidentellement appris à les franchir. L'affaire Valdès, le convoi du Népal, le brouillard électronique, l'hôtel en France. De grandes histoires. Mais sont-elles vraies ? Eh bien, commençons par les sceptiques. Le principal problème avec la théorie de la tempête temporelle est l'absence de données concrètes, seules des histoires, aucun enregistrement. Aucune vidéo d'une voiture se téléportant, aucune image d'un nuage lumineux. Avec les smartphones et les caméras embarquées, on penserait qu'on en aurait déjà filmé un. Et puis, il y a le cerveau. L'épilepsie du lobe temporal explique presque tous les symptômes du facteur Oz. Le silence, la sensation d'une présence, la distorsion du temps, les hallucinations vives. Persinger a prouvé en laboratoire que l'on peut induire ces sensations avec des aimants. Si vous traversez en voiture un champ magnétique, causé par le stress tectonique, votre cerveau pourrait se dérégler. Vous pourriez avoir l'impression de perdre une heure ou d'halluciner un nuage lumineux. La géologie de l'endroit où Valdès a disparu. Elle crée des anomalies électromagnétiques, ce qui pourrait expliquer son expérience. Le cas Gernon a également une explication logique. Le courant jet. Avec un vent arrière de 100 miles à l'heure, vous arriverez plus tôt en Floride. En cas de stress en vol, votre perception du temps n'est pas fiable. 34 minutes peuvent sembler en durer 70. Dans l'affaire Godard, il a écrit ce livre en 1975. C'est 40 ans après l'événement. La mémoire est trompeuse. Il a vu une tempête en 1935. Il a vu les travaux de rénovation de l'aérodrome en 1939. En plus de 40 ans, son cerveau a sans doute fusionné ces deux souvenirs en une seule histoire. Alors, affaire classée, tout est dans notre imagination ? Eh bien, en fait, pas si vite. Les hallucinations ne laissent aucune trace physique. Dans l'affaire du Népal, 11 personnes ont vu le même nuage et subi les mêmes brûlures dues aux radiations. Les hallucinations collectives ne causent pas de coups de soleil. L'affaire en Hongrie, la portière d'une femme a été soudée, fait confirmé. La veste en cuir de Mark Henschel fumée. Un trouble cérébral ne fait pas fondre le métal ou le cuir. Et puis il y a Valdès. Valdès est parti raser et revenu 15 minutes plus tard avec une barbe courte. Tu peux halluciner une lumière violette et un saut dans le temps, mais tu ne peux pas avoir 5 jours de barbe en 15 minutes. Oh oui, mets ça sur les jambes de mon ex-femme. De toute façon, c'est une preuve biologique documentée par ses propres hommes. Et si Philippe K. Dick avait raison à propos du temps orthogonal, alors hallucination n'est pas le bon mot. Il a passé sa vie à essayer de nous avertir que notre monde n'était pas solide, que d'autres mondes, d'autres lignes temporelles nous frôlent. Le bug n'est pas dans nos cerveaux. Le bug est dans la barrière entre les mondes. Je sens qu'il y a bien plus dans la réalité, et je parie que toi aussi. Vous savez, Philippe K. Dick pensait que la réalité n'est qu'une illusion collective, masquant le chaos sous-jacent. Mais de temps en temps, l'illusion se brise, le signal disparaît, et la tempête arrive. Et pendant quelques secondes seulement, tu peux voir la vérité. Merci pour ce moment passé ensemble aujourd'hui. Je suis AJ et voici Ecclefish. Excusez-moi, je suis sur le point d'avoir une urgence, alors je dois aller trouver une Turdis. C'était The Y-Files. Si vous avez apprécié ou appris quelque chose, merci de mettre un like, de vous abonner, de commenter et de partager. Je sais que je demande ça depuis des années, mais ce genre de choses aide vraiment la chaîne. Et comme la plupart des sujets que nous abordons sur la chaîne, celui d'aujourd'hui a été recommandé par vous. Si vous avez une histoire à proposer, rendez-vous sur theyfiles.com/tips, écrivez-nous ou rejoignez-nous sur Discord. Ou dans l'espace réservé aux membres, ou sur Patreon. Il existe de nombreuses façons de prendre contact. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets. The Y-Files existe aussi en podcast. 2 fois par semaine, je propose des analyses détaillées des histoires discutées ici et des épisodes trop sensibles pour YouTube. Le podcast s'appelle Attention, The Y-Files Operation Podcast et il est disponible partout. Et aussi, si tu écoutes sur une plateforme audio, si tu mets un pouce en l'air, un like, si tu t'abonnes, tout ça, ça aide vraiment beaucoup. Tu veux plus de The Y-Files dans ta vie ? Tu pourrais avoir besoin d'une thérapie. Je plaisante, tout va bien. Pour en savoir plus, consulte notre Discord. Nous sommes plus de 100 000 là-bas, avec des gens connectés en continu qui discutent des mêmes sujets qu'ici dans l'émission. C'est une communauté solidaire, c'est très sympa et gratuit. Et en parlant de 24 heures sur 24, assure-toi de jeter un œil à notre stream 24 heures sur 24 sur The Y-Files Backstage.
On y enchaîne les épisodes avec divers contenus amusants entre chaque épisode, mais la discussion en direct est encore plus divertissant que les vidéos. Maintenant, si tu aimes les histoires que je raconte sur The Wi-Files, va voir mon autre émission sur la chaîne. Ça s'appelle The Basement. C'est une émission de conversation où je discute avec les personnes intéressantes derrière les épisodes. Certaines tu les connais, d'autres non, mais ce sont tous des gens que je trouve fascinants. Par exemple, des experts sur des sujets comme les Templiers, le canular de l'alunissage, le complot autour de JFK et divers thèmes. Donc si tu veux voir quelqu'un dans l'émission, dis-le-moi, je cherche toujours de bons invités. Merci à nos mécènes qui ont permis cette chaîne. Chaque épisode de The Wi-Files est dédié à nos membres Patreon. Rien ne serait possible sans votre soutien, un grand merci. Et si tu veux soutenir la chaîne, nous aider à continuer, rejoins cette communauté, pense à devenir membre. Sur Patreon, c'est 3$ par mois pour accéder à des vidéos en avance, sans pub, et à des produits exclusifs réservés aux membres. Tu as aussi 2 diffusions privées en direct par semaine, rien que pour toi. Toute l'équipe de The Wi-Files, moi Victoria, Gino, Jen, Hybrid, est présente sur le stream. Donc tu peux nous voir et nous rencontrer. Si tu veux allumer ta caméra, monter sur scène, poser une question ou même raconter une blague, en apprendre davantage sur un sujet, tu peux le faire. Selon moi, c'est le meilleur avantage. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo. Soyez bienveillants et sachez que vous êtes appréciés. I play Polybius in Area 51. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, so sing it like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends, and it never ends. No, it never ends. I feel the crap, yeah, I got stuck inside Mel's hole with MK Ultra. I'll be an only too aware. Dude, Stanley Kubrick faked the moon landing alone on a film set with the shadow people there. The Roswell aliens just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cold. I can't believe I'm dancing with the fishes. Anglefish on Thursday night, Wednesday J2, and the Wi-Fi's not me all through the night. All I ever wanted was to defeat the truth, so the Wi-Fi's on me all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still gone to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planet Serpo 2, Project Stargate, and where the Dark Watchers found. We're in a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the fishes. Anglefish on Thursday nights, Wednesday J2, and the Wi-Fi's on me all through the night. All I ever wanted was to defeat the truth, so the Wi-Fi's on me all through the night. Anglefish on Thursday nights, Wednesday J2, and the Wi-Fi's on me all through the night. So one more summer feet all through the night. Girl, love to dance. Girl, love to dance. Girl, love to dance. Girl, love to dance. Girl, loves to dance. Yeah, girl, loves to dance on the dance floor because she is a camel. And camel